Cette entreprise est accusée de voler de l'eau aux populations pauvres. Elle a été boycottée par des millions de consommateurs et pourtant, chaque seconde, plus de 4000 produits Nestlé sont vendus dans le monde. Nestlé, c'est l'entreprise que tout le monde critique, mais que tout le monde consomme. Et si je vous disais que cette multinationale controversée est en train de préparer un virage stratégique qui pourrait absolument tout changer? Un pari risqué, un pari massif, un pari qui repose sur la dette, le marketing et quelques marques stars. Pourquoi l'entreprise a-t-elle quadruplé sa dette en quelques années? Pourquoi son nouveau patron veut-il tout miser sur la pub? Et surtout, est-ce que Nestlé, derrière son image vieillissante, cache encore un potentiel de croissance pour nous autres investisseurs? Ou est-ce que tout ça, c'est juste de la poudre aux yeux? Bonjour à tous, c'est Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et chef des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis pour les intimes. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le cas Nestlé, comme vous ne l'avez jamais vu, je pense, sur YouTube. Je vais vous guider à travers l'analyse complète de Nestlé, donc c'est-à-dire sa croissance, sa rentabilité, sa dette, son dividende comme d'habitude et bien évidemment sa valorisation. Mais surtout, je vais essayer de vous apprendre à lire entre les lignes, à détecter ce qui se joue vraiment derrière les chiffres et à vous poser les vraies questions avant d'investir. Et pour comprendre ce qu'est devenu Nestlé aujourd'hui, il faut d'abord revenir à ses origines, puisque c'est une entreprise très controversée à l'heure actuelle, mais également dans son histoire. Parce que c'est dans son passé que se cachent les clés véritablement de sa métamorphose actuelle. Prenez de quoi noter, installez-vous confortablement, puisque ce que je vais vous révéler va peut-être bien vous surprendre et surtout changer votre façon de consommer ces produits. Esclavage d'enfants, profit de guerre, mort suspecte de lanceur d'alerte. Non, c'est pas un thriller Netflix, c'est l'histoire vraie de Nestlé. Mais voici le plus troublant. Tout a commencé par un homme qui voulait sauver des bébés. Mais comment passe-t-on d'un pharmacien humanitaire à l'une des entreprises les plus controversées au monde? Accrochez-vous parce que cette histoire va littéralement vous scotcher. Heinrich Nestlé, né le 10 août 1814 dans l'Europe brutale du 19e siècle, où un enfant sur trois ne survit pas à sa première année. 11e d'une fratrie de 14 enfants, il grandit dans l'ombre constante de la mort. Ses parents ont joué, si je puis dire, à la roulette russe biologique 14 fois. Heinrich, lui, a survécu, mais pas tous ses frères et sœurs. Cette réalité le marque vraiment à vie. Il grandit obsédé par une question qui va devenir sa mission principale. Pourquoi certains enfants meurent-ils alors que d'autres survivent? Cette interrogation va façonner son destin et, sans qu'il le sache, celui de milliards d'êtres humains. À 16 ans, Heinrich fait le choix qui va changer l'histoire. Il devient apprenti pharmacien. Pendant 4 ans, il apprend les secrets de la chimie. Il découvre comment créer des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. En 1834, à 20 ans, il prend la décision qui va sceller son destin. Il quitte l'Allemagne pour la Suisse. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, il peut obtenir l'autorisation formelle de mener des expériences chimiques, de jouer avec les molécules de la vie et de la mort. Heinrich devient alors Henri. Ce changement de nom symbolise une renaissance. En francisant son identité, il s'adapte à la ville suisse de Vevey, cette petite ville où il va littéralement révolutionner le monde. Mais Henri ne trouve pas immédiatement sa voie. Il produit de l'huile de noix, fabrique du rhum, crée du vinaigre, développe des engrais. Chaque entreprise lui rapporte de l'argent, mais aucune ne fait vibrer son âme. Henri est riche, mais il est vide. Il a le succès commercial, mais la satisfaction personnelle qui laisse à désirer. C'est comme si finalement, il attendait un appel du destin. Ce signe, il va l'avoir de la manière la plus tragique qui soit. Milieu du 19e siècle, l'Europe vit une catastrophe silencieuse. La révolution industrielle a créé une génération de mères ouvrières incapables de nourrir leurs enfants. Le stress, la malnutrition, les conditions de travail, tout ce climat épouvantable, ont détruit leur capacité à allaiter. Imaginez cette scène. Une mère ouvrière découvre que son lait s'est tari. Désespérée, elle donne à son bébé du lait de vache dilué dans de l'eau contaminée. Le résultat, l'enfant développe des maladies mortelles et meurt dans d'atroces souffrances. Henri voit ses mères pleurer, entend ses bébés crier de faim. Quelque chose en lui se brise véritablement et s'est reconstruit. C'est là qu'il a le déclic. Sa formation de pharmacien
lui a appris à créer des solutions chimiques. Mais là, pour la première fois, il voit comment appliquer cette science à un problème humain massif. Il ne s'agit plus de faire du profit, il s'agit véritablement de sauver des vies. Il se lance alors dans une obsession scientifique totale. Jour et nuit, il expérimente dans son laboratoire. Il analyse la composition du lait maternel, teste des combinaisons d'ingrédients. Ses voisins le pensent littéralement fou. Ils le voient brûler des bougies jusqu'à l'aube, entendre des bruits d'expériences chimiques. Mais Henri n'est pas fou. Il est possédé par une mission. Créer un substitut au lait maternel qui soit nutritif, sûr et surtout accessible. Après des années d'expérimentation, Henri Nestlé a enfin trouvé la formule. La farine lactée Henri Nestlé. Un mélange révolutionnaire de lait, de farine de blé et de sucre, traité selon un procédé secret qui permet de le conserver et de le reconstituer facilement. La formule est géniale. Elle reproduit les nutriments du lait maternel, se conserve et se mélange facilement avec de l'eau. L'histoire raconte qu'un des premiers succès fut un bébé prématuré, trop faible pour téter. Henri apporte personnellement sa formule. Jour après jour, le bébé reprend de ses forces. En quelques semaines, l'enfant moribond devient un bébé joufflu. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Henri Nestlé a créé un miracle en poudre. Et en 1866, Henri franchit le pas décisif. Il établit officiellement sa société. Il choisit comme logo un nid d'oiseau, Nestlé, qui signifie petit nid en allemand, symbolisant la protection qu'il offre aux plus vulnérables. Henri a réussi son pari, réduire significativement la mortalité infantile grâce à l'innovation scientifique. L'ange gardien venait de naître, mais il ne savait pas qu'il créait les outils de sa propre transformation en empire controversé. Henri Nestlé n'aurait jamais imaginé ce qui allait suivre. Sa farine lactée, créée pour sauver des vies, allait devenir l'arme d'une conquête mondiale sans précédent et très discutable sur le plan moral. Dans les dernières décennies du 19e siècle, quelque chose de sombre commence à se dessiner derrière la façade humanitaire de Nestlé. L'entreprise ne se contente plus de vendre des produits, elle entreprend de remodeler des cultures alimentaires entières. Imaginez cette scène. On est en Algérie en 1875. Dans un hôpital de campagne poussiéreux, une mère berbère tient son nouveau-né affamé. Un fonctionnaire colonial français lui tend alors une boîte métallique ornée d'un nid d'oiseau. C'est moderne, c'est scientifique, lui dit-il. L'allaitement, c'est primitif. Cette scène se répète des milliers de fois à travers les empires coloniaux. Nestlé a découvert la formule parfaite pour créer la dépendance. Distribuer gratuitement dans les hôpitaux et missions, interrompre lactation naturelle des mères, puis obliger l'achat de la formule coûteuse. Quand ces familles pauvres mélangent le produit avec de l'eau insalubre, c'est la catastrophe sanitaire. Les résultats sont tragiques, mais pour l'entreprise suisse, ces marchés coloniaux représentent une manne financière inouïe. Entre 1870 et 1900, les ventes internationales de Nestlé explosent de plus de 300%. Puis arrive le moment qui va transformer à jamais Nestlé. La Première Guerre mondiale éclate. Là où d'autres voient la tragédie, Nestlé y voit l'opportunité. Dans les tranchées boueuses de Verdun, dans les hôpitaux de campagne surpeuplés, le lait condensé Nestlé devient un produit de base. Les gouvernements achètent en masse, les chiffres sont vertigineux. En seulement 4 ans, les ventes passent de 20 millions à plus de 100 millions de francs suisses, une croissance de 500%. Mais Nestlé ne se contente pas de nourrir les soldats. Elle construit une fidélité à long terme. Ces hommes qui rentrent du front, traumatisés et marqués à vie, associent désormais la marque Nestlé à la survie, à l'espoir, dans les moments les plus sombres. C'est ainsi que naît la puissance multinationale Nestlé, littéralement nourrie par la guerre. Puis viennent les années les plus sombres. 1940. L'Europe est sous la botte nazie. La Suisse est officiellement neutre. Nestlé, loin d'être neutre. Les documents internes sont accablants. Les filiales de Nestlé en France de Vichy continuent d'opérer sous réglementation nazie. En 1942, l'entreprise obtient même une licence de production auprès des autorités allemandes. Mais le plus troublant dans tout ça, Nestlé effectue des donations politiques stratégiques, dont 1 million de francs suisses au parti nazi en 1940. Une enquête fédérale suisse de 1997 l'a d'ailleurs confirmé. Nestlé prétendra plus tard qu'elle maintenait ses opérations sous la contrainte. Mais les historiens sont formels. L'entreprise protégeait sa position sur le marché à tout prix.
même si cela signifie accommoder les régimes fascistes. La métamorphose est alors complète. En moins de 80 ans, Nestlé s'est transformé d'une solution humanitaire en une véritable machine commerciale impitoyable. L'ange gardien est devenu prédateur. 1945. La guerre est finie. Nestlé a survécu aux nazis, prospéré dans le chaos et émerge plus puissante que jamais. Mais l'entreprise va découvrir que la paix peut être encore plus lucrative que la guerre et encore plus controversée. Les décennies qui suivent ouvrent de nouveaux territoires de controverse. En Afrique, pendant que le monde boycotte l'Afrique du Sud de l'apartheid, Nestlé, elle, y maintient ses opérations. Elle vend principalement aux communautés blanches aisées, partenaires avec des distributeurs appartenant à des blancs. En 1987, la campagne Boycott Nestlé for Apartheid fait rage. La réponse de Nestlé derrière? Nous ne prenons pas de position politique. En Amérique latine, les années 1950 voient naître une tragédie à grande échelle. Au Brésil, au Pérou, en Bolivie, les campagnes publicitaires de Nestlé montrent des bébés blancs souriant avec des slogans comme la mère moderne choisit Nestlé. Dans les communautés pauvres où l'eau est contaminée, le résultat est horrifique. Les taux de mortalité infantile montent en flèche. Des études révèlent d'ailleurs que la malnutrition liée à la formule contribue à une augmentation de 30% des décès des nourrissons dans certains bidonvilles urbains. Médecins et travailleurs humanitaires supplient Nestlé d'arrêter. La réponse de l'entreprise? Doubler ses efforts. Plus d'équipes de vente, plus d'argent dans la publicité. Les années 1970, quant à eux, voient naître un cartel du lait. Dans des bureaux secrets, les dirigeants de Nestlé rencontrent ceux d'Unilever et de Danone. L'objectif? Dominer l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Des notes internes révèlent la stratégie. Saper les petites laiteries et manipuler les contrats gouvernementaux. Coordination des prix, division des territoires, élimination de la concurrence totale. Malgré une enquête de la Commission européenne en 1977, aucune sanction majeure ne suit. Mais c'est l'esclavage moderne du cacao qui va marquer le plus durablement l'entreprise. On est en Côte d'Ivoire en 1995. Un jeune enfant de 10 ans est vendu par sa famille pour 15 $. La destination? Une plantation de cacao qui fournit Nestlé. Machette dans les mains, coup s'il tente de fuir, ce n'est pas un cas isolé, c'est un système. Depuis les années 1990, Nestlé s'approvisionne dans les fermes où l'esclavage d'enfants est généralisé. Côte d'Ivoire, Ghana, des enfants aussi jeunes que 10 ans, victimes de traite, introduits clandestinement du Mali ou du Burkina Faso. En 2005, Nestlé est poursuivi par d'anciens enfants esclaves avec cette accusation, avoir aidé et encouragé l'esclavage. L'homme qui voulait sauver des enfants avait créé une machine qui les exploitait. Nestlé a donc été enclin à de nombreuses controverses, mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de rédemption ou de façade? On est en 2024. Nestlé atteint 339 milliards de dollars de capitalisation boursière. Plus de 200 pays, 300 000 employés, 2000 marques. L'empire est à son apogée. Mais l'entreprise a changé de discours. Engagement zéro émission d'ici 2050, réduction du plastique, durabilité, santé des consommateurs. L'architecture du pouvoir moderne s'étend sur tous les continents avec une diversification impressionnante. Les boissons, quasiment 27% du chiffre d'affaires. Nescafé trônant maître absolu du café soluble mondial. Nespresso a réinventé le café haut de gamme avec ses capsules. Même Starbucks s'incline avec ses licences at home. La nutrition santé, deuxième segment, quasiment 17% du chiffre d'affaires. Ici, Nestlé joue sa rédemption. Peptamène pour les malades, GRB pour les bébés, Boost pour les seniors. L'entreprise qui crée de la dépendance prétend maintenant les guérir. Cette division affiche une croissance à 2 chiffres. Autre segment, les animaux de compagnie, quasiment 21% du chiffre d'affaires. Purina, Félix, Friskies. Quand l'humanité humanise ses animaux, Nestlé, elle, transforme l'amour en profit. Brillant et cynique à la fois. Le chocolat, quasiment 10% de CA, avec Kit Kat, Smarties, Aéro. Là où les enfants esclaves du cacao produisent le plaisir des enfants gâtés. Car en 2024, plus de 1,5 million d'enfants travaillent toujours dans le cacao ouest-africain. Nestlé reste l'un des plus grands acheteurs. Et sa stratégie géopolitique est parfaite. Amérique du Nord, 36% reste le coffre-fort. L'Europe, avec 14% quasiment, assure la stabilité. L'Asie-Océanie, 15% quasiment également, promet la croissance. La Chine, avec 6%, représente l'avenir. Quand un marché ralentit, un autre accélère.
Nestlé a découvert la formule magique du capitalisme moderne. La vertu peut être profitable. Les produits wellness se vendent plus cher. Les consommateurs paient une prime pour la bonne conscience. L'entreprise investit massivement dans l'innovation, alternatives végétales, personnalisation nutritionnelle, solutions durables, mais la question demeure. Est-ce une transformation réelle ou une simple opération marketing? D'un côté, des investissements massifs dans l'innovation et la durabilité. De l'autre, les enfants esclaves du cacao continuent de travailler. Les promesses de réforme sont systématiquement ratées depuis 20 ans. Le verdict final? Eh bien, plus de 160 ans après sa création, Nestlé reste le paradoxe parfait du capitalisme moderne. Elle sauve probablement plus de vies aujourd'hui qu'elle n'en a jamais coûté. Ses produits nutritionnels révolutionnaires, ses innovations santé, son accès alimentaire mondial créent une vraie valeur humaine incontestable. Mais elle demeure aussi cette machine implacable qui transforme la faim en profit, la soif en dépendance, l'amour maternel en business model. Une entreprise qui promet des réformes depuis 50 ans, mais où des enfants travaillent encore comme des esclaves. Henri Nestlé voulait créer une solution pour sauver des enfants. Il a créé une machine qui peut autant les sauver que les exploiter. Voilà le dilemme qui hante aujourd'hui les conseils d'administration de VV. Nestlé peut-elle racheter son âme sans ruiner ses profits? La réponse déterminera si l'héritage d'Henri Nestlé sera celui de l'ange gardien ou du prédateur. L'empire est bâti, la réputation se reconstruit, reste à savoir si les investisseurs parieront sur la rédemption ou sur la machine de guerre commerciale. Car derrière cette saga épique, derrière cette quête de rédemption, derrière cette domination mondiale, une question demeure pour tout investisseur. Cette histoire grandiose génère-t-elle vraiment de la valeur durable? Les marges sont-elles soutenables? La croissance est-elle authentique? Les investissements ESG créent-ils ou détruisent-ils la valeur actionnariale? Il est temps de plonger dans les entrailles financières de cette bête de guerre commerciale pour découvrir si les chiffres confirment la légende ou révèlent une autre vérité. On a donc vu l'histoire de Nestlé, d'Henri, pharmacien humanitaire à l'empire mondial controversé. Mais structurellement, en tant qu'investisseur, peut-on encore gagner de l'argent avec Nestlé? L'entreprise est-elle encore capable de croissance dans un monde qui change? Ces controverses percent-elles sur sa performance boursière? Spoiler alert, la réponse va vous surprendre. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, le géant suisse traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus difficiles de son histoire financière moderne. Pour analyser donc la croissance, on va commencer par cela, de Nestlé. Donc je me suis rendu sur Value Investing Screener et pour rappel, Value Investing Screener, eh bien, c'est un logiciel qui vous permet de filtrer, d'analyser et de faire ressortir des milliers d'opportunités d'investissement sur le marché en quelques clics, de manière simple, rapide, ergonomique et surtout qui permet à l'investisseur débutant de demain, eh bien, d'avoir toutes les clés pour analyser n'importe quelle boîte et pour ainsi se constituer un portefeuille boursier antifragile et qui surperformera le marché à long terme. Si le tester vous intéresse, j'ai glissé un lien dans la description avec un code promotionnel nommé Sébastien. Libre à vous d'aller l'utiliser. Maintenant que c'est dit, parlons chiffres. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Nestlé, on le sait, cette machine de guerre commerciale forgée par la guerre et la controverse, eh bien, comment se porte-t-elle aujourd'hui? Eh bien, vous le voyez, sa croissance à long terme, je vous ai mis ça sur 10 ans ou sur 5 ans, est plutôt en difficulté. En 2024, par exemple, la croissance organique donc de l'entreprise est seulement de 2,2%. Ses revenus totaux, eh bien, moins 1,7%. Le volume de vente, il est en déclin léger depuis 2022 et on le voit d'ailleurs sur ce graphique. Et tout cela peut être problématique. Et comment on peut avoir une croissance organique positive et des revenus en baisse? C'est une excellente question et c'est là que ça devient technique et que je vais essayer de vous l'expliquer. Si vous voulez, j'appelle ça l'illusion de la croissance organique. Puisque la croissance organique de Nestlé, c'est un peu comme un tour de magie comptable, si vous voulez. Comment ça fonctionne? Eh bien déjà, l'inflation alimentaire. Nestlé augmente ses prix pour suivre l'inflation. 3,3% en Europe, 2% aux États-Unis. Certaines monnaies inflationnistes se renforcent par rapport au franc suisse également. Ça, c'est un autre point. Et ensuite, le mix produit, eh bien, l'entreprise vend plus de produits premium. Le résultat derrière tout ça, c'est que sur le papier, ça donne 2,2% de croissance. D'ailleurs, sur 5 ans, ça a un peu baissé, mais on voit une légère croissance, surtout sur l'année 2024, quand on regarde ces rapports annuels. Mais dans la réalité, les volumes baissent et les revenus totaux chutent de 1,7%. Et là, d'ailleurs, la croissance est passée en négatif sur les 5 dernières années. On le voit d'ailleurs sur ce graphique. En clair, Nestlé vend moins, mais plus cher, et même comme ça, elle perd de l'argent en valeur absolue. Il y a également un autre problème majeur,
Eh bien, elle rapporte ses comptes en francs suisses. Vous le voyez d'ailleurs sur ce graphique. Tout est en CHF, bon, qui est la monnaie suisse. Donc, elle rapporte ses comptes en francs suisses, mais vend partout dans le monde. Et quand le franc suisse se renforce, ce qui est le cas depuis de nombreuses années, les revenus internationaux fondent une fois convertis. Par exemple, imaginez que Nestlé vend pour 100 euros en France. Si l'euro s'affaiblit face au franc suisse, ces 100 euros ne valent plus que 90 francs suisses. Et ça, c'est reporté dans les comptes. Donc le résultat, une baisse mécanique des revenus. Pareil en dollars US. La performance est légèrement meilleure avec une croissance annuelle de 2% entre 2002 et 2024. Mais même là, c'est un peu faiblard pour un géant de l'alimentaire. Après, si je dois recentrer, le vrai problème de Nestlé, c'est la concurrence des marques de distributeurs, donc les marques blanches comme on les appelle. Après des années d'inflation alimentaire, les consommateurs se tournent massivement vers les alternatives moins chères. Et c'est le cas même dans les grandes surfaces comme Lidl. Et ça, c'est un drame pour Nestlé, parce que ces marques premium ne font plus le poids face à des produits 30% moins chers. On a un exemple concret, vraiment exemple de la vie quotidienne. J'étais au supermarché, donc j'ai comparé deux prix. Kit Kat, donc un Kit Kat, c'était 2,50. La barre chocolatée Little, 89 centimes. Nescafé, 6 euros, contre le café soluble Carrefour, 2,49. Maggi, Maggi, 1,20 euros, avec un bouillon en cube marque distributeur, 45 centimes. Les consommateurs, en fait, ont compris que la qualité était souvent similaire pour un prix qui est divisé par deux, pour une histoire de packaging ou de marketing. Et paradoxalement, ça a quand même des avantages, puisque les controverses historiques de Nestlé lui donnent un avantage inattendu. Parce que grâce à leur stratégie de marque fragmentée, eh bien, Nestlé a un avantage concurrentiel. On va faire un exemple. Quand le scandale du plomb dans les nouilles Maggi éclate en 2015, vous pouvez faire des recherches. Les ventes de Kit Kat, eh bien, ne bougent pas. Pourquoi? Parce que les consommateurs ne font pas le lien entre Maggi et Kit Kat, même si les deux appartiennent au groupe Nestlé. Cette stratégie permet alors à Nestlé de cibler différents segments de prix, limiter les dégâts en cas de crise et maintenir une emprise psychologique sur les consommateurs. Donc même en temps de controverse, son portefeuille est tellement diversifié, eh bien, on peut comparer un portefeuille boursier small cap ou stock picking, eh bien, c'est exactement la même chose. Et c'est du génie marketing aussi, puisque chaque marque vit sa propre vie, indépendamment des autres. Chaque marque a sa propre histoire. Et on ne fait pas forcément le lien entre KitKat et Nestlé, ou entre Maggi et KitKat. Ça n'a aucun sens. L'autre atout secret de Nestlé, c'est qu'elle a la réglementation de son côté. Prenez par exemple l'exemple de la loi IMS, donc Infant Milk Substitute Act, modifiée en 2003. Cette loi, elle interdit quoi? Elle interdit la publicité pour les préparations pour nourrissons. Le résultat, eh bien Nestlé conserve son monopole de fait avec sa marque Cerelac qui détient 96,5% du marché des céréales pour bébés. Les nouveaux concurrents ne peuvent donc pas faire de publicité et les mères n'osent pas expérimenter avec l'alimentation de leurs nourrissons. C'est du génie stratégique et surtout, ils ont la loi de leur côté. Utiliser la réglementation pour verrouiller ses positions dominantes et les autres ne peuvent absolument rien faire. Le dernier point important dans tout ça, c'est l'explosion des prix des matières premières. Le cacao et le café ont vu leur prix exploser en 2024, ce qui a forcé Nestlé à augmenter ses prix encore plus rapidement. Mais un problème, c'est quand vous augmentez vos prix trop vite, eh bien vous perdez des clients. C'est exactement ce qui arrive à Nestlé, et c'est pour ça que sa croissance est tellement controversée. Donc en résumé, Nestlé fait face à une tempête parfaite, franc suisse fort qui plombe les revenus, concurrence des marques blanches qui grignotent les parts de marché, comme les grandes surfaces ou les marques distributeurs, inflation des matières premières qui force à augmenter les prix, et consommateurs qui se détournent des marques premium. Le résultat, bien une croissance molle qui cache mal une érosion des volumes et une perte de vitesse structurelle. Dans la prochaine partie, on va essayer de voir comment cette faible croissance impacte et si elle impacte vraiment la rentabilité de Nestlé. Et pour ce faire, pour aller voir la rentabilité, bien on se retrouve toujours sur Vice, sur cette partie-là, dans la rentabilité-profitabilité. Alors que Nestlé galère sur la croissance, on l'a vu, c'est surprenant, vous le voyez directement, puisque les chiffres de rentabilité nous réservent plusieurs surprises. Déjà quand on regarde, là on a un ROE qui est sur les 12 derniers mois à 31,7%. Pour une entreprise en difficulté, c'est plutôt un contre-intuitif, non? Et ce n'est pas un accident, puisque cette performance se maintient depuis plusieurs années avec une régularité plutôt impressionnante, et on le voit. Le ROE, vous l'avez en graphique sur le rouge. C'est toujours assez élevé, et c'est très élevé. Nous, sur Vice, on essaie de chercher des entreprises qui ont un ROE minimum de 10. Et le ROE, pour rappel, bon, c'est la rentabilité des actionnaires. Donc 31,7% en 2024, c'est un chiffre qui fait réfléchir. Le ROE, il mesure combien d'euros, pour rappel, de bénéfices l'entreprise génère pour chaque euro investi par les actionnaires. Concrètement, si vous investissez 100 euros dans Nestlé, l'entreprise vous génère théoriquement 31,70 euros de profit annuel. Je ne parle pas là de dividendes, je parle vraiment de capitaux propres apportés. Donc cette stabilité,
autour des 30%, place Nestlé dans l'élite mondiale des entreprises de biens de consommation. C'est la même chose pour le ROA, regardez-le, le ROA. 7,8%, donc parce que le ROA représente l'efficacité opérationnelle, 7,8% sur les 12 derniers mois et une moyenne de 9,1% sur 5 ans. Plus modeste mais logique, puisque le ROA mesure la rentabilité de tous les actifs de l'entreprise, usines, stocks, brevets, machines, tout l'arsenal industriel. Il est naturellement plus bas que le ROE parce qu'il inclut la totalité des actifs, pas seulement les capitaux propres. La différence entre ROE et ROA, il révèle l'utilisation intelligente de l'effet de levier. Nestlé emprunte de l'argent à des taux relativement bas pour financer ses opérations, qui rapportent bien plus. Et la différence, elle, profite aux actionnaires. On a un ROIC également, qui est une vraie mesure, donc qui est le Return on Invested Capital. 15,3% sur les 12 derniers mois et 14,7% sur 5 ans. Et ce ratio, pour rappel, c'est le ratio préféré de plusieurs investisseurs professionnels. Le ROIC, en fait, il élimine les artifices comptables et mesure l'efficacité pure avec laquelle l'entreprise transforme les capitaux investis en profit. Et c'est là que Nestlé révèle sa vraie valeur. Si on fait une petite comparaison sectorielle, parce que j'ai fait quelques recherches, le ROIC de Nestlé est de 15,3, pendant que Procter Gamble, il est de 15, Unilever 13,4, Hommel 5,8, Campbell 7,5. C'est-à-dire que Nestlé se maintient dans le top 3 mondial, juste derrière une autre marque. C'est pas mal pour une entreprise soi-disant en déclin, on est d'accord. Et encore la même chose pour le SGR, le Sustainable Growth Rate. Et vous le savez, ça c'est quelque chose que j'aime bien analyser. On le voit, il est de 30,1% sur les 12 derniers mois. Nestlé, donc ça veut dire, en fait, le SGR, il indique à la vitesse à laquelle Nestlé pourrait théoriquement croître en réinvestissant tous ses bénéfices. Et du 30% par an en moyenne, 27,3% sur les 5 dernières années, c'est littéralement 10 fois sa croissance réelle. Donc la révélation derrière tout ça, c'est que Nestlé ne croit pas parce qu'elle ne veut pas croître. Elle préfère distribuer ses profits aux actionnaires sous forme de dividendes et c'est un choix stratégique délibéré. Maintenant, si on regarde les marges dans son ensemble, prenons le temps. Il y a 3 indicateurs clés pour évaluer si une entreprise transforme bien ses valeurs en richesse. Déjà, la marge brute. On la voit, donc là, si on prend sur 5 ans par exemple, pour éviter de prendre une période moins longue, c'est 47,1% en moyenne sur 5 ans. La marge brute, c'est ce qui reste à l'entreprise après avoir payé ses coûts directs, donc les ingrédients, l'emballage, logistique primaire, etc. Et pour Nestlé, cette marge, elle est très solide. 47,1% en moyenne ces 5 dernières années, c'est très bon. Et c'est d'ailleurs, quand on fait des recherches, 10 points au-dessus de la moyenne du secteur, ce qui est très révélateur. Pourquoi ? Parce que Nestlé joue sur la force de ses marques. Quand vous payez un Kit Kat ou une capsule Nespresso, vous ne payez pas juste un produit alimentaire. Vous payez une marque, une expérience, un positionnement de gamme. Et ça donne du pouvoir de fixation des prix. La marge d'exploitation également, 15% ces 5 dernières années. La marge d'exploitation, pour rappel, c'est ce qui reste une fois tous les frais opérationnels payés. Donc, les salaires, le marketing, les transports, les bureaux. Et c'est une bonne mesure de l'efficacité de l'entreprise dans son cœur de métier. Nestlé affiche ici environ 15% de marge sur 5 ans, ce qui est très bon pour une entreprise de biens de consommation courante. Parce que le secteur, généralement, tourne autour de 9-10% quand on fait des recherches. Ça veut dire que Nestlé gère bien ses dépenses, malgré sa taille énorme. Ce n'est pas du niveau d'un Monster ou d'un LVMH, je vous l'accorde, mais c'est robuste, régulier et surtout résilient. Même pendant les crises inflationnistes, Nestlé a réussi à préserver ses marges, ce qui est exceptionnel. On a également la marge nette, 13,5% en moyenne. Ça, c'est le vrai gain final. C'est ce qui reste à l'entreprise après avoir payé les impôts, les intérêts, les pertes éventuelles. Et là encore, Nestlé nous surprend. C'est plus de 3 fois la moyenne du secteur qui tourne autour de 4%. Et ça, c'est pas un coup de chance ponctuel. C'est une performance régulière au cours des dernières années. Ça reflète la discipline financière de Nestlé, mais aussi la stabilité de ses flux de revenus. Nestlé, ce n'est pas juste la taille, c'est une machine à générer du cash de manière régulière dans le monde entier. Donc son avantage, il est structurel. Des marques puissantes, des relais de croissance dans la santé et la pet food, et une implémentation mondiale qui lisse les chocs économiques. Mais alors, vous allez me demander, Sébastien, c'est quoi le secret de cette machine à cash? Cette machine, comment elle peut maintenir de telles marges avec un peu de croissance? La réponse, elle tient en un mot. C'est un concept intéressant, l'échelle. Quand vous produisez 1 milliard de barres Kit Kat par an, le coût unitaire, on est d'accord, devient dérisoire. Les économies d'échelle permettent à Nestlé d'écraser littéralement ses concurrents sur les coûts de production. Par exemple, une production artisanale, c'est 1,50 € par barre. Une production industrielle classique, 80 centimes. Production Nestlé, à l'échelle mondiale, un bar, et d'ailleurs sur ce qu'on recherche, c'est 25 centimes. Elle a également un gros pouvoir de négociation, puisque grâce à sa taille, Nestlé, elle a des meilleures relations avec les fournisseurs, prix d'achat optimisé sur les matières premières, avec les distributeurs aussi, conditions de référencement avantageuses, logistique, optimisation des coûts de transport à l'échelle mondiale.
Donc, il y a plusieurs raisons donc à cette rentabilité. Et si on doit le résumer le tout, on a une optimisation fiscale suisse également, puisque Nestlé bénéficie d'une fiscalité avantageuse en Suisse, ce qui booste mécaniquement, par exemple, des ratios comme son RE par rapport à ses concurrents internationaux. Elle a une gestion optimisée du bilan et on le verra. L'entreprise, elle a rationalisé ses actifs, vente d'usines non stratégiques, optimisation des stocks, réduction des immobilisations. Et elle a enfin un pricing power parce que malgré la concurrence des marques blanches, Nestlé conserve quand même un pouvoir de tarification sur ses marques iconiques, ce qui préserve ses marges unitaires. Donc Nestlé ne cherche pas à maximiser les marges à tout prix, elle joue plutôt la carte de la résilience, de la prévisibilité et de l'effet d'échelle. C'est une entreprise de grande consommation et pas une marque de niche. Maintenant, qu'en est-il de sa dette? C'est quand même un point important, surtout quand on veut investir à long terme. C'est pour ça qu'on se retrouve sur la partie bilan de l'entreprise. Alors, contrairement à certaines entreprises stars de la tech ou de la boisson énergisante qui tournent à quasi zéro dette, Nestlé, elle, est une entreprise qui fonctionne avec un levier financier quand même assez important. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'important, c'est de comprendre ce que ça implique. C'est un endettement qui est assumé, mais qui reste sous contrôle et on va le voir ensemble. Le DTE, bon, il est à quasiment 177%. Autrement dit, ce que veut dire ce ratio, c'est que la dette représente presque 1,8 fois les fonds propres de l'entreprise. C'est élevé clairement. Tout généralement, on cherche des entreprises avec 75% maximum. Mais pour une multinationale de cette taille, qui opère dans des marchés très matures, c'est une stratégie délibérée. Utiliser l'effet de levier pour doper la rentabilité des fonds propres. Et donc alors avoir un ROE qui reste élevé. Et cet endettement, il s'est considérablement accru au fil du temps. La dette de Nestlé est passée de 5 milliards à 45 milliards de dollars selon ses rapports. C'est une hausse spectaculaire et largement alimentée par des rachats massifs d'actions. Près de 40 milliards de buybacks ont été financés par de l'emprunt, ce qui revient d'une certaine manière à emprunter sur l'avenir pour maximiser le retour aux actionnaires aujourd'hui, ce qui est très positif pour vous. On a également le debt to income, il est à 5,59, ce qui signifie tout simplement que Nestlé mettrait un peu plus de 5 années de bénéfices pour rembourser toute sa dette. Là encore, je vous l'accorde, ce n'est pas léger, on recherche des ratios inférieurs à 4, mais ce n'est pas non plus dangereux quand on parle d'une entreprise aussi régulière avec une base d'actifs physiques solide et des flux de trésorerie très récurrents. En clair, donc, Nestlé n'est pas une entreprise sans dette, mais c'est une entreprise qui sait vivre avec. Pareil pour la liquidité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la liquidité? Eh bien, plus tendu qu'il n'y paraît, quand même, c'est un des points noirs. Et c'est probablement d'ailleurs le point qui, selon moi, est à surveiller dans les prochaines années. Son current ratio, que vous voyez ici, est à 0,82. C'est un ratio de liquidité. Ce chiffre, il indique que en fait, les actifs à court terme de l'entreprise ne couvrent même pas totalement les dettes à court terme. Et le quick ratio juste à côté, il descend à 0,51, ce qui veut dire qu'en retirant les stocks, Nestlé a seulement 51 centimes disponibles pour chaque euro de dette immédiate. Ce sont des niveaux qu'on pourrait qualifier de bas pour une entreprise de cette taille, mais ça ne veut pas dire que Nestlé est en danger de faillite, loin de là. Mais ça montre que l'entreprise tourne avec un fonds de roulement négatif, probablement parce qu'elle a un pouvoir de négociation très fort avec ses fournisseurs et une rotation rapide de ses stocks. Ce que ça veut dire, c'est que Nestlé fonctionne comme un rouleau compresseur bien huilé, mais avec peu de marge de manœuvre de court terme, et elle n'accumule pas de cash dormant, elle le fait circuler. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller, et ce n'est pas un point que moi j'affectionne lorsque j'analyse. Ce que ça veut dire derrière pour l'investisseur long terme, c'est simple. Nestlé n'est pas ultra solvable, mais elle est très bien notée par les agences de crédit et a un accès facile au financement à faible coût. Son endettement n'est pas risqué dans l'absolu, mais il limite sa flexibilité en cas de crise sévère ou de besoin de rachat massif. Après, on l'a vu dans les périodes de crise, elle arrive quand même à maintenir ses marges. Donc sa faible liquidité ne l'empêche pas d'investir pour autant, ni de verser un dividende croissant, mais ça suppose une gestion très précise de la trésorerie, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'étude du dividende. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que Nestlé, c'est un peu le bon élève suisse du dividende, celui qui ne saute jamais une distribution, même sous la pluie. Depuis 2009, l'entreprise n'a jamais interrompu son dividende. Cela fait donc 16 années consécutives de rémunération pour les actionnaires. Solide, prévisible, suisse. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en moyenne, Nestlé a augmenté son dividende de, on le voit, 6,12% par an sur les 5 dernières années. C'est au-dessus de l'inflation et c'est suffisant pour compenser la fiscalité ou réinvestir sans dilution. Ce n'est pas spectaculaire, je vous l'accorde, mais c'est la stabilité qui prime ici. L'entreprise n'a pas vocation à devenir un aristocrate de la croissance comme certaines small caps américaines ou asiatiques, mais elle joue sa partition, une hausse raisonnable, soutenable et durable. Ça, c'est un point positif. Avec une performance d'ailleurs de 4,02% actuellement, Nestlé offre un rendement bien supérieur à la moyenne des entreprises de consommation de base. C'est un rendement confortable, surtout quand il s'accompagne de croissance et qu'il vient d'un business model aussi résilient. À titre de comparaison, de nombreuses entreprises du même secteur, j'ai fait des recherches, affichent des rendements autour de 2 à 3%. Nestlé, elle, combine rendement et régularité.
Tout n'est pas parfait pour autant, par contre, dans le dividende, puisque le payout ratio, donc c'est-à-dire la part des bénéfices distribués aux actionnaires, s'élève actuellement donc à 71,80%. C'est élevé, pas dangereux pour une entreprise de cette taille, mais cela laisse moins de marge de manœuvre pour réinvestir ou encaisser un choc conjoncturel. Et quand on sait que Nestlé a massivement utilisé la dette pour financer ses achats d'actions, cette générosité envers les actionnaires pourrait devenir un sujet sensible si les taux d'intérêt restent élevés ou si les bénéfices vont stagner. Nestlé offre un dividende fiable, croissant et généreux, mais à un prix très élevé. C'est un peu comme une rente suisse. Vous savez qu'elle tombera, mais elle n'est pas gratuite. Et pour l'investisseur long terme, à la recherche de revenus stables, c'est un pilier de portefeuille. Mais pour ceux qui cherchent un dividende explosif ou une entreprise à très forte croissance, il faudra peut-être aller voir ailleurs. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous extrais une photo de l'Investor Relation, donc c'est-à-dire en fait une photo du rapport annuel, de la présentation aux investisseurs annuels de Nestlé, pour parler du nouveau plan. Comment on peut analyser rapidement le management et quelle est ma vue en fait sur tout ça. Depuis début 2024, Nestlé, on le sait, a un nouveau patron. Et comme souvent dans ces cas-là, il a voulu imprimer sa marque avec une feuille de route ambitieuse, mais aussi très commentée. Quel est le plan en théorie? Eh bien, officiellement, Nestlé veut relancer sa dynamique de croissance autour de trois axes majeurs. Augmenter les dépenses marketing pour passer à 9% du chiffre d'affaires d'ici fin 2025, en mettant le paquet sur ses marques gagnantes comme KitKat, Nescafé ou Purina. Deuxièmement, alléger le portefeuille de produits en réduisant ou en supprimant les marques sous-performantes dans certains marchés. Ça pourrait être pas mal. Troisièmement, lancer un plan d'économie de 2,5 milliards de francs suisses d'ici 2027 en coupant les achats, la structure et certaines dépenses commerciales. Donc en résumé, ce que ça veut dire, c'est on va investir dans ce qui marche, couper ce qui ne marche pas et faire des économies pour préserver les marges. Mais sur le terrain, c'est plus flou. Parce qu'à première vue, tout ça sonne bien, on est d'accord, mais certains investisseurs, ils voient un plan très théorique, un peu trop générique. L'impression qui ressort du Capital Market Day de novembre d'ailleurs 2024, c'est celle d'un message de type faisons les bonnes choses, arrêtons les mauvaises. Alors bravo, merci. Mais sauf qu'entre belles promesses stratégiques sur PowerPoint et une vraie transformation opérationnelle dans 190 pays, il y a un gouffre. Ce que le marché lui voit en attendant, c'est que depuis la présentation du plan, l'action a pris près de 20% entre novembre et mai de cette année, avant de revenir à son point de départ après la publication des résultats du premier trimestre 2025 jugés décevants. Mais alors, pourquoi cette volatilité et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, tout simplement, avec l'annonce de ce plan, les chiffres ne suivent pas encore le discours. Nestlé prévoit une baisse du free cash flow en 2025, une marge brute inférieure à 2024 et les volumes sont toujours en recul dans plusieurs zones. On l'a vu, cette croissance est un peu plus inquiétante. Certes, la croissance organique devrait repartir à la hausse, mais c'est en comparaison d'une année 2024 particulièrement faible. Il y a deux chemins possibles, il y a deux options. Soit une vraie transformation brutale, couper dans la recherche et développement, réduire les effectifs, vendre les marques les moins rentables, encaisser les pertes comptables et repartir sur un socle resserré et performant. Ou alors continuer à faire un peu de tout, sans rupture majeure, en espérant que les ajustements progressifs vont suffire. Si Nestlé choisit le premier chemin, elle pourrait retrouver une vraie dynamique de croissance et battre le marché. Si elle reste sur le second, les objectifs annoncés risquent de rester hors d'atteinte, mais l'avenir nous le dira. On ne peut pas prévoir l'avenir. Donc le message du nouveau CEO est clair, on garde ce qui marche, on coupe le reste, et on muscle la communication. Mais pour l'instant, le marché attend des preuves concrètes. C'est peut-être le moment charnière pour Nestlé. C'est où l'entreprise doit prouver qu'elle peut encore se réinventer sans renier ce qui fait sa force. Le géant suisse est alors ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Donc on vient de voir ensemble que Nestlé est un colosse, solide, rentable, généreux avec ses actionnaires, mais aussi endetté et à la croisée des chemins stratégiques. Bon, mais maintenant reste la question que tout le monde se pose et que tout investisseur doit se poser avant d'acheter une action. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Et pour le savoir, on va passer à la loupe plusieurs angles d'analyse de valorisation et je vais essayer de tout vous expliquer le plus simplement. Déjà, les multiples boursiers, à quoi compare-t-on Nestlé? Donc déjà, il y a trois indicateurs ultra classiques pour juger si une action est chère ou pas et que je vais essayer de vous traduire. Déjà, le PER, donc Price Earning, qui est de 18,44. Le PER, c'est combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro de bénéfice net. Un peu comme si vous payez 18,44 euros pour une entreprise qui vous rapporte 1 euro par an. Pour Nestlé, le PER est à 18,3 alors que la moyenne du secteur est à 15,45. Ça veut dire que le marché accepte de payer plus cher que la moyenne parce qu'il voit Nestlé comme une entreprise plus stable, plus prévisible, plus premium. Mais attention, à ce prix-là, il faut que la croissance suive et on l'a vu, ce n'est pas gagné. L'autre indicateur que je regarde, c'est le price to free cash flow. Ce dernier, il est de 17,80, on le voit.
Le PCF, c'est pareil, mais cette fois, on regarde combien de cash l'entreprise génère sans s'arrêter au jeu comptable. Ici, Nestlé, eh bien, elle est bien au-dessus de la moyenne du secteur de 12,42. Elle vaut donc plus que les autres en proportion de son cash, ce qui montre une prime de confiance des investisseurs, mais qui rend l'achat un peu moins attractif, surtout si les flux ralentissent, et on l'a vu, c'est le cas. Le dernier indicateur que moi j'aime bien regarder pour ce genre d'entreprise, c'est le price to sell, qui est de 2,14. Le price to sell, c'est combien on paye chaque euro de chiffre d'affaires. Ici, bon, Nestlé 2,14 contre une moyenne sectorielle de 0,88. C'est énorme. Donc en d'autres termes, eh bien Nestlé, c'est un peu comme un appartement vendu au double du prix au mètre carré par rapport à ses voisins. Pourquoi? Bien parce que les gens veulent de la sécurité, un bon quartier, donc des marques, et une bonne boîte qui paye un loyer stable, donc qu'on peut assimiler aux dividendes. Mais ça veut aussi dire que le moindre raté peut vite coûter cher à l'actionnaire. Maintenant, une dernière méthode qu'on a également sur Vice, c'est le discounted cash flow. C'est un peu comme estimer bien, combien vaut une entreprise si elle continue à générer des flux de trésorerie continus. C'est le même principe. Générer des flux de trésorerie continus. Maintenant, la dernière méthode, c'est bien le discounted cash flow qu'on a également sur Vice. C'est un peu comme estimer combien vaut une entreprise si elle continue à générer des flux de trésorerie comme aujourd'hui, avec une croissance raisonnable et en actualisant ça à la valeur d'aujourd'hui. Un peu comme si on essayait de calculer combien on paierait aujourd'hui pour une maison qui va nous verser des loyers pendant 20 ans. D'après ce modèle, la valeur juste de Nestlé serait autour de 116,43 dollars, donc à peu près oui, 117 dollars. Alors que l'action, au moment où je fais la vidéo, elle est quasiment à 96 dollars. En clair, le DCF nous dit que Nestlé serait sous-évalué d'environ 17,6%. Mais attention, ce modèle est très sensible à deux choses en Suisse. Les taux d'intérêt suisses sont ultra bas, donc le coût du capital est faible, ce qui augmente mécaniquement la valeur juste de Nestlé. Et le franc suisse, on l'a vu, est très fort, ce qui freine mécaniquement la croissance exprimée en devise locale. Autrement dit, le DCF est flatteur sur le papier, mais il faut le lire avec des pincettes. Il nous donne un ordre de grandeur, pas une certitude. Alors, c'est cher ou pas, le DCF dit sous-évalué du 17,6%. Les multiples, eux, sont tous au-dessus de la moyenne du secteur. Le dividende solide, mais le payout ratio est élevé. Et la croissance, elle est en attente d'un vrai rebond, pas encore visible. Donc, Nestlé n'est pas donnée, mais elle n'est pas hors de prix non plus. C'est un peu comme acheter une belle maison en Suisse, ce n'est pas une affaire de rêve, mais vous savez que vous ne prenez pas un pari fou non plus. Vous payez pour la tranquillité, pas pour la performance explosive, même s'il existe certains risques, comme on l'a vu avec la croissance, ou alors son aspect long terme. Donc on arrive en fin de cette vidéo, et on l'a vu, Nestlé, c'est l'histoire d'un rêve humanitaire devenu empire. D'un pharmacien obsédé par la survie des nourrissons à une multinationale accusée d'avoir mis la planète en dépendance. C'est aussi l'incarnation du capitalisme moderne, capable de sauver des vies et de générer d'immenses profits, tout entraînant des décennies de scandales et de contradictions. Est-ce que Nestlé a encore du potentiel pour l'investisseur long terme? Oui. Est-ce qu'elle est en pleine transformation? Aussi. Est-ce qu'elle est bon marché? Pas vraiment. Mais elle est solide, résiliente et généreuse avec ses actionnaires pour le moment. Alors au fond, la vraie question n'est peut-être pas faut-il acheter Nestlé, mais plutôt faut-il croire à sa rédemption? Parce qu'investir dans Nestlé, ce n'est pas parier sur une hypercroissance. C'est miser sur la constance, sur un business model, sur une entreprise qui, malgré ses zones d'ombre, continue de nourrir et de séduire le monde entier. À vous de voir si cette stabilité vaut son prix et si derrière le poids de son passé, Nestlé peut encore écrire un avenir plus vertueux et plus rentable. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. J'essaie de nouveaux formats un peu plus longs avec une meilleure explication. Abonnez-vous si vous aimez ce genre d'enquête d'investissement et dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous investiriez dans Nestlé à titre personnel? C'était Sébastien sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.